C'est précis. Bonjour à tous. Bonjour. Hello, hello. Alors, n'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous nous entendez bien, si vous êtes là. N'hésitez pas aussi, on va attendre quelques minutes que tout le monde se connecte. Je vois que ça monte. Dites-nous aussi qui vous êtes, ce que vous faites, dans quel secteur d'activité vous travaillez. N'hésitez pas à nous partager directement votre site e-commerce de façon à ce qu'on puisse adapter au mieux ce webinaire et cette présentation. Déjà, peut-être pour les premiers qui sont connectés, je vais revenir un petit peu sur ce qu'on a prévu aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est qu'on passe à peu près 45 minutes ensemble. Nous, on va essayer de ne pas s'éterniser sur la présentation puisqu'on veut garder un temps pour les questions-réponses à la fin. Dans ce webinaire, on va vraiment revenir sur toutes les étapes du parcours d'achat. On va vraiment vous donner des conseils sur comment optimiser sa conversion. On va le faire notamment à travers un petit use case d'une DNVB qui, en l'occurrence, si elle suivait tous les conseils qu'on donne dans ce webinaire, pourrait gagner jusqu'à 40 000 € supplémentaires. On va du coup décomposer un petit peu toutes ces étapes et vous partager ces conseils-là. Pour comprendre pourquoi il perd et aussi où est-ce qu'il gagne en conversion. On va vous partager des solutions actionnables à plus ou moins long terme. On a la chance d'avoir Mine parmi nous, qui représente la marque La Petite Étoile, qui, lui, s'est prêté au jeu d'analyse de son parcours d'achat. Mine, à vrai dire, c'est pas forcément le roi de la conversion aujourd'hui. En revanche, c'est quelqu'un qui nous a dit OK pour revenir sur ce qu'il faisait déjà, pour nous partager ce qui marche déjà bien chez lui et ce qu'il est OK ce qu'il va mettre en place dans les prochains mois, prochaines années pour justement gagner en conversion. Donc, je vois que vous êtes bien connectés. Merci à tous de nous avoir partagé qui vous êtes et bienvenue. On va commencer par se présenter. Pour ma part, je fais partie de l'équipe marketing de PayPlug, donc la solution de paiement. Ça fait 2 ans que j'y suis. J'ai l'habitude de rencontrer pas mal de commerçants et du coup de comprendre un petit peu vos enjeux au quotidien. Moi, je vais être plus là pour revenir sur la partie bas du funnel et donc principalement l'étape paiement. Mais je vais aussi essayer de venir compléter tout ce qui va se raconter sur le parcours d'achat en règle générale. Bonjour à tous, moi je suis donc Benjamin, je suis directeur du e-commerce chez DNG, qui est donc un cabinet spécialisé du D2C et particulièrement des DNVB. Mine. Bonjour à tous, merci Flora pour ton introduction. Alors je suis donc Mine c'est mon prénom. Je suis donc fondateur de la marque La Petite Étoile. Alors c'est une marque de prêt-à-porter, vêtements pour femmes. La marque existe, en tout cas le nom existe depuis 2014. Moi, je me suis lancé dans cette aventure en 2010 et je dirais que le développement actuel a été décidé depuis 2017-2018 et alors moi c'est vrai que contrairement à beaucoup de NVD, moi j'ai commencé plutôt par vraiment le physique. Comme vous pouvez le voir, on a un gros historique sur le B2B où on est présent en multimarque, en France notamment, principalement, avec plus de 800 points de vente sur la France. Alors des boutiques physiques, on en a 2 qui sont vraiment en succursale, c'est-à-dire à Paris. Sinon, on est aussi présent avec notre propre personnel dans les grands magasins tels que Galeries Lafayette, BHV, donc aussi bien à Paris Haussmann, Rivoli que dans d'autres Galeries Lafayette ou BHV en Provence. Voilà. Je suis un bébé, moi, du digital, puisque on est aujourd'hui, notre online existe depuis, depuis 2019, et j'ai pu voir dans les participants, et je salue Gary, qui est le fondateur de l'agence W3 Lead, qui nous accompagne en fait depuis le début sur notre aventure et qui fait un super boulot.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bien qu'en étant un bébé, on a la chance d'avoir eu un succès, enfin, en tout cas en termes de chiffres, puisqu'on réalise déjà plusieurs millions de chiffres d'affaires, alors que on n'a pas fait grand-chose, et vous comprendrez pourquoi. Aujourd'hui, et c'est pour ça que je suis là aussi, pour apprendre et découvrir. Donc, voilà. Et alors, j'enchaîne juste rapidement pour remettre un peu de contexte sur PayPlug. PayPlug, c'est la solution de paiement par carte bancaire française des commerçants. Elle s'adresse donc à tous les commerçants en ligne, mais aussi ceux qui ont un à plusieurs points de vente. Pour en dire juste quelques mots, PayPlug, ça se distingue par sa simplicité à la fois d'installation et d'utilisation. C'est une solution complètement digitale qui ne demande pas de compétences techniques pour installer, la gérer au quotidien. Elle se distingue aussi par l'accompagnement proposé par notre équipe de Customer Success qui vous répondent au téléphone, par email et qui suivent votre croissance plus généralement. Et enfin, une batterie de fonctionnalités orientée conversion pour vous faire gagner en vente, que ce soit en ligne ou en magasin ou à travers de nouveaux canaux de vente qu'on va un peu voir dans ce webinaire. Donc, je te passe la main, Ben. Ouais. Et donc, Digital Native Group, qui est aujourd'hui le cabinet leader sur tout ce qui est D2C et DNVB. En gros, on a 3 grandes activités chez DNG. Un, du conseil en stratégie. On accompagne beaucoup de DNVB pour les aider à scaler et à grandir en retail ou en e-commerce. La deuxième activité, c'est donc Moonshot que je dirige, qui est le cabinet en conseil en e-commerce, où là, en gros, on fait 3 choses. On fait des audits UX beaucoup pour de l'optimisation, notamment sur de la conversion, des replatforming et puis de la CRO, qui est donc une méthodologie pour venir gagner régulièrement de la conversion et de l'augmentation de panier moyen. Et la troisième activité de DNG, c'est le club, le Digital Native Club, qui fédère aujourd'hui, qui est une communauté qui fédère à peu près 350 CEO de DNVB, dont Mine fait partie, et dont PayPlug est partenaire. Voilà. Et là où on est différenciant par rapport à la concurrence, c'est qu'on est vraiment spécialisé sur le D2C uniquement, très orienté perf, et puis avec des choses très concrètes applicables assez vite, et pas des choses très théoriques. Voilà. Pour remettre un peu de contexte, dans ce webinaire, on va revenir sur toutes les étapes du tunnel de vente, savoir ce qui est potentiellement optimisable et aussi comprendre comment analyser sa data et comprendre quel KPI suivre. On va évidemment faire un petit focus paiement qui est une grosse étape du bas de funnel et qui est absolument pas le moment pour perdre ses ventes, ses clients, puisqu'à priori, ils sont arrivés jusqu'à la phase terminale. Et enfin, on va voir de façon plus globale comment gagner en conversion à travers l'expérience client, qui est un peu le nerf de la guerre. Bien évidemment, je le redis, on va dédier un temps de ce webinaire aux questions, donc n'hésitez pas à le poser tout au long lorsque ça vous vient, vos questions dans le chat ou, encore plus pratique, dans la partie questions à côté du chat. On essaiera d'y répondre soit en live, soit à la fin, ne vous inquiétez pas pour ça. Ouais, si vous pouvez tout mettre dans la partie questions, on essaiera de capter les questions qui correspondent à ce qu'on dit à ce moment-là, si on est capable de tout voir en même temps. Et on est désolé si on ne répond pas à toutes les questions, il y aura une partie à la fin juste pour répondre. Concrètement, on rentre un peu plus dans la partie détaillée. Ce qui est important, en fait, on a souhaité remettre un Customer Journey global, qui est un peu le basique du Customer Journey, pour se rendre compte qu'aujourd'hui, avant que vous génériez une vente et un client récurrent quelque part, vous avez très probablement fait déjà des centaines de milliers de contacts via toute votre logique d'acquisition. Et vraiment, l'important, c'est que la conversion, en réalité, vous pouvez perdre des clients à chaque interaction que vous leur demandez. Donc, quelque part, la vente, elle ne commence pas une fois que le client est arrivé sur le site, mais bien avant, probablement sur les réseaux sociaux, sur des emailing, peut-être en boutique pour des gens comme Mine qui ont déjà un gros réseau physique. Et l'idée, c'est vraiment de prendre en compte toutes les attentes et tous les pains qu'on peut rencontrer tout au long du parcours d'achat pour éviter de perdre de la conversion à chacune des étapes. Si on rentre un peu plus dans le détail, vous connaissez tous, j'imagine, les grandes équations du e-commerce, le nombre de visiteurs fois votre taux de conversion fois la lifetime value, vous donne votre chiffre d'affaires annuel. Et ce qui est crucial, c'est qu'on se rend compte que le taux de conversion,
c'est vraiment le pilier central, quelque part, du business model du e-commerce. Et c'est très souvent celui que vous ne regardez pas. Culturellement, en général, vous regardez d'abord vos coûts d'acquisition, votre panier moyen, mais la conversion, c'est quelque chose que vous pilotez pas. Alors, aujourd'hui, avec l'augmentation des CPC sur les réseaux ou sur Google, si votre conversion est flat, petit à petit, vos coûts d'acquisition vont exploser. Mine, j'imagine que toi, tu as pu voir, alors même si tu ne spends pas énormément de budget mensuellement, j'imagine que tu as pu voir tes coûts d'acquisition augmenter sur les dernières années par rapport à la première année où tu t'es mis au e-commerce. Ouais, forcément. Alors, c'est vrai que moi, on a toujours tendance à regarder les gros chiffres, entre guillemets, le nombre de visiteurs avec la transformation sur le panier final, mais tout ce qui est intermédiaire, tout ce qui est avant, on n'a jamais, en tout cas pour ma part, je ne l'ai jamais monitoré, parce que je le rappelle aussi, c'est que nous, le digital, en tout cas le online, on l'a lancé il y a quelques années, et pour nous, on n'avait pas beaucoup d'attentes, on avait des objectifs qui étaient assez bas, et forcément, quand ça a représenté même pas 5% de notre business général. Moi, le B2C, avant la crise, en tout cas avant le Covid, avant 2020, le B2C représentait même pas 1% de notre business. Aujourd'hui, on est pas loin de 30%. Donc, forcément, aujourd'hui, on est obligé en tout cas d'y venir, et on est obligé aussi de commencer à optimiser. Voilà. Mais ce n'était pas du tout la priorité. Aujourd'hui, ça l'est. Okay. En fait, jusqu'à aujourd'hui, quelque part, tu regardais d'abord ton volume de visiteurs et ton chiffre d'affaires mensuel, quelque part. Oui, on regarde sans le regarder, parce que la priorité, c'était plutôt d'avoir un site qui soit fluide, d'avoir des solutions de paiement qui soient fluides, et surtout de dire on est là plus pour dire qu'on est là, mais on ne sait pas dire, on a une vraie stratégie, en tout cas, sur l'optimisation et sur l'expérience client. Et on s'en rend compte aujourd'hui, parce que forcément, les enjeux ne sont pas les mêmes, et surtout que aujourd'hui, ça fait quand même pas mal de chiffres, et forcément, on ne va pas pouvoir, nous, continuer à progresser. Et je peux voir facilement qu'on atteint pratiquement un petit plafond de verre, et voilà, et c'est pour ça qu'on se doit de vraiment commencer à regarder sur tous ces sujets-là. Ouais, et c'est vrai que la conversion est clé. On va rentrer dans une étude de cas d'un client qui est dans le même cas que Mine, dans le sens où c'est quelqu'un qui n'avait pas trop piloté sa conversion jusque-là, et qui était plutôt dans une logique de spend importante pour grandir le plus vite possible. Alors, c'est quelqu'un qui fait déjà un beau chiffre d'affaires en ligne, et qui, quelque part, est tombé dans tout ce qu'il ne faut pas faire pour optimiser sa conversion. Donc, c'est un client qui est client du cabinet et qui est client de Payplug. On ne vous a pas mis le nom parce que ça reste confidentiel. Mais quelque part, on a redécoupé l'ensemble de son funnel avec les 6 grandes étapes. Donc, depuis l'arrivée sur le site, même si j'ai dit en amont qu'il y avait votre vente, elle commence bien entendu sur les canaux d'acquisition en amont. Et c'est quelqu'un, vous voyez, qui fait à peu près 70 000 sessions par mois. Donc, c'est déjà quelqu'un qui a un volume important d'utilisateurs et qui spend pas mal, qui a une répartition de son trafic un peu en dessous de la norme. C'est-à-dire qu'il a 75% sur mobile, 25% sur desktop, là où aujourd'hui, de tout ce qu'on regarde en termes de DNVB, on est plus à 85% sur mobile. Et c'est quelqu'un qui a fait la première erreur pour handicaper la conversion, c'est-à-dire qu'il a commencé à designer son site sur desktop. Ça, c'est vraiment la première erreur à éviter. Aujourd'hui, on parle de mobile first. Enfin, aujourd'hui, ça fait 7-8 ans qu'on parle de mobile first. On commence à parler de mobile only chez certains clients qui ont 95% de trafic sur leur mobile. Et clairement, comme il a fait designer et il a fait développer son site avec une vraie importance sur le desktop, il y a deux éléments à regarder qui sont le temps de chargement par page. Donc le site n'est pas du tout optimisé pour mobile alors qu'il l'est sur desktop, ce qui entraîne quelque part un taux de rebond très important, puisqu'il a à peu près 60% de taux de rebond sur mobile, donc 6 utilisateurs sur 10 qui ne servent à rien pour schématiser.
Donc, vous imaginez sur les 70 000, en réalité, on a à peu près un peu plus de 40 000 qui ne servent à rien. Et c'est vraiment le premier point sur la conversion qui est clé, c'est de bien comprendre les usages des consommateurs, d'où ils viennent, quel device ils utilisent et concevoir les expériences utilisateurs pour être le plus aligné avec les devices et les attentes qu'ils ont. J'imagine que Mine, toi, vu ton site et de la manière dont vous avez réfléchi initialement, et étant sur un produit assez lifestyle, j'imagine que vous êtes d'abord parti sur une conception en UX et en UI sur desktop, ou vous avez fait directement les deux? Alors moi, je tombe facilement, carrément dedans, dans cet exemple-là et dans ce stéréotype. Je ne dirais pas mal de mon agent Joël, parce qu'il y a Gary qui est aussi qui suit. Donc non, mais effectivement, après, je pense que nous, quand on a décidé de faire ce site, on était encore voilà, avec sur cette vision de le desktop, forcément, qui était en tout cas la base sur la base du travail. Les choses évoluent. Donc, moi, je dirais qu'au lieu de dire, tiens, finalement, on n'a pas pris la bonne décision ou la bonne orientation, finalement, aujourd'hui, en n'étant pas optimisé, en n'étant pas loin d'être mobile first, on arrive quand même à faire du chiffre. Donc, ça veut dire que ça nous laisse de la marge de progression, et donc ce qui est une bonne chose. Après, ce n'est pas grave ce qui est déjà fait, et donc nous, on va plutôt travailler sur là où on veut voir les choses évoluer, et on va pouvoir travailler vraiment sur cet aspect-là. Mais pour nous, c'est effectivement, tu l'avais relevé Ben, je crois que c'est 75% de mobile et 25% de desktop, donc voilà, ça rentre. C'est pour ça que j'ai pris ce case study-là, c'est que c'était assez proche quelque part de tes métriques, notamment sur l'acquisition au départ. Ouais. Totalement. Et typiquement, quand moi je le vois avec nos clients, la plupart, comme ils bossent sur des ordinateurs toute la journée, les écrans, ils les regardent sur ordinateur quand tu travailles l'UX ou l'UI. Toi, quand tu travailles, quand vous modifiez par exemple une page, je sais pas, la page produit, une page collection, n'importe quoi, tu vas d'abord regarder sur ton desktop les écrans? Aujourd'hui, notre réflexe est effectivement le desktop, puisqu'on travaille, c'est pratiquement, enfin, au niveau pratique, c'est l'habitude qu'on a, mais même, je veux dire, cette approche, aujourd'hui, c'est quelque chose où naturellement, on ne le pense pas, on le fait au quotidien, mais personne n'y pense en disant, tiens, je suis dans le métro, je suis dans le bus, c'est là où je vais sortir mon téléphone, je vais suivre Instagram, l'appli, je pense que personne, enfin très peu, vont sur Instagram, sur son desktop. Donc on est vraiment sur son mobile, et ce qui est clair, et je suis d'accord avec toi, où aujourd'hui, c'est même pas cette approche-là, on doit la communiquer, on doit la partager avec l'ensemble de l'équipe pour que ce soit vraiment quelque chose qui est gravé dans le marbre, ou non, c'est smartphone, c'est mobile. Ouais, c'est vraiment un premier critère qui permet de corriger un paquet d'erreurs en général qu'on fait au début. C'est partez du principe qu'à moins que vous soyez sur des paniers moyens et du B2B, des paniers moins très élevés et du B2B, la plupart du temps, vos clients seront sur smartphone, en grande majorité. Et la barrière, quelque part, au paiement sur smartphone aujourd'hui, on voit qu'elle disparaît petit à petit. On a même des sites qui ont des taux de conversion qui sont équivalents entre le desktop et le mobile sur certaines verticales et sur certaines cibles. Et si vous avez comme cible une génération Z, par exemple, la conversion, elle se fera quasiment au même niveau entre le mobile et le desktop. Le deuxième élément que cette marque a fait, c'est que, deuxième erreur que cette marque a fait, c'est qu'elle a conçu quelque part son site initialement comme un site de branding avec des call to action pour ajouter un produit au panier. Et ça se remarque notamment dans le taux d'ajout au panier. Donc, typiquement, c'est une marque qui a énormément insisté sur du branding, du contenu lifestyle, quelque chose de très joli, de très léché, mais qui n'a pas du tout pensé à la conversion quand elle a fait son site sous Shopify. Et c'est vraiment le point critique en termes d'UX. Si vous avez bien designé et vous avez bien réfléchi en disant mon client, je le comprends bien, il vient, comme le disait Mine, découvrir son produit, mes produits quand il est dans le bus, parce qu'il a du temps et qu'il est sur son smartphone, concevez derrière vos pages pour qu'elles transforment. C'est déjà très compliqué d'emmener un client jusqu'à la page produit si vous n'arrivez pas à l'aider quelque part à rajouter un produit au panier en ayant
un bouton Add to Cart sticky qui est présent dès le premier écran, toutes les informations dans le premier écran, le prix, les variants, les variants de couleur ou de taille, par exemple, pour toi, Amine. C'est vraiment important de mettre le maximum de choses dans le premier écran, quitte à dégrader un petit peu le côté très esthétique de vos pages. Et enfin, c'est un client qui a évolué dans le temps parce qu'il a vachement travaillé en fait son bas de funnel, notamment avec Payplug, parce qu'il avait une grosse déperdition en bas de funnel. Et c'est vraiment un élément, alors pour le coup, Flora est bien meilleure que moi sur cette partie-là, mais c'est vraiment quand vous avez réussi à amener un client à votre site, puis lui avoir fait découvrir un produit, puis vous lui avez fait rajouter un produit au panier, et il arrive au moment du checkout, c'est d'hérésie de le perdre quelque part. Il a déjà fait le plus gros, et c'est vraiment là où Payplug est aussi un outil de conversion au-delà d'un mode de paiement. Flora, je te passe la balle là-dessus. Et juste pour compléter ce que tu dis, on dit que 88% des abandons de panier à l'étape du paiement sont liés à un manque de confiance. Donc là encore, ça rejoint vachement tout ce qu'on a dit en amont sur comment on fait pour gagner en conversion. C'est là, pour le coup, sur le paiement, comment on fait pour limiter ce manque de confiance et quels éléments de réassurance on peut amener. Moi, je vais en décrire quelques-uns, mais d'abord, je voudrais laisser la parole à Amine, puisque je trouve ça intéressant d'avoir son point de vue sur, pour toi, Amine, quels sont, tu vois, s'il y avait 3 critères à prendre en compte pour optimiser son checkout, quels seraient-ils? Alors, je pense que, alors aujourd'hui, évidemment, aujourd'hui, en termes enfin, les PSP ou des solutions de paiement, aujourd'hui, bien sûr, sans parler de Payplug, mais on a quand même pas mal d'acteurs qui font le boulot, c'est clair. Et là où, pour nous, c'était important, en tout cas, les critères les plus pertinents, je pense, en termes de fluidité, puisque forcément, ça doit fonctionner et ça doit être très, très rapide. Le temps d'acceptation aussi, je sais que il y a des normes bancaires, c'est quoi, c'est DSP2, donc le temps d'acceptation, enfin, c'est entre banques, et forcément, ça c'est des critères. Après, voilà, alors nous, on a choisi, effectivement, on travaille avec Flora et l'équipe de Payplug, parce que je pense que ça aussi, comme je dis, même si beaucoup de solutions se valent, si nous, en tant qu'entreprise française, si aujourd'hui, il y a un acteur, heureusement qu'il y a encore un acteur français, je pense que pour moi, en tout cas, c'est un peu personnel, mais c'était super important pour moi de dire, tiens, si je peux rester français, non, il faut rester français, et au contraire, voilà. Donc pour moi, ça a pris le pas sur tout le reste, même si d'autres solutions sont plus intégrées, etc. Voilà. Ouais, si je peux reformuler, déjà, cool pour la partie française, effectivement, ça peut faire partie des choix. Par contre, si je peux reformuler et revenir un peu sur le cœur du sujet, sur la conversion, pour moi, en gros, il y a 3 choses à prendre en compte lorsqu'on veut challenger, optimiser sa partie de checkout. Et ce qui est assez marrant avec ces 3 choses à prendre en compte, c'est que je trouve que c'est des conseils qui peuvent s'appliquer pas que à l'étape du paiement, mais plus globalement à chaque étape du tunnel d'achat. Typiquement, pour moi, le premier conseil, c'est d'opter pour une page de paiement simple et rassurante. Donc là, c'est vraiment revenir sur toute la partie réassurance sur le site, et tout au long du tunnel d'achat, en fait, dès la home page, souvent, quand on a un site qui a plutôt tendance à avoir de la fraude, ou par exemple une audience qui va se méfier de commander en ligne ou d'acheter vos produits, ou qui ne va pas connaître forcément votre marque, etc., ou si vous n'avez pas de magasin, que vous vendez que en ligne, ces logos de réassurance type paiement sécurisé, certifié, les certifications qui vont avec, les logos de carte bancaire, etc., c'est des choses que les visiteurs ont eu l'habitude de voir sur d'autres sites, et donc qui vont s'attendre à retrouver sur le vôtre. Et si ça y est pas dès le début, eh bien, évidemment, il va commencer à se poser des questions. Si ça y est pas sur la page de paiement, là, concrètement, c'est mort. Donc, pour la première étape, c'est vraiment jouer sur la réassurance. Et pour ça, c'est un design épuré qui est sorti à votre site. Donc, typiquement, personnaliser votre page de paiement. Ça va être aussi les mots, les pictogrammes qu'on va retrouver tout au long du tunnel d'achat. Et c'est, par exemple, ramener aussi
de la fluidité. Donc, quand je clique sur le champ pour rentrer mes coordonnées bancaires, c'est le clavier numérique qui s'affiche. En fait, c'est des choses toutes bêtes, c'est des choses qui vont limiter le nombre de clics, donc limiter la friction, faire en sorte que le visiteur se pose pas trop de questions à l'étape du paiement, parce qu'a priori, il a déjà fait son choix, il a choisi sa taille, il a fait son panier, il est OK avec le prix et il est OK avec la livraison, il a rentré ses infos. Et c'est là que vous pouvez vraiment limiter cette conversion-là, et c'est ce qu'a fait cet exemple. Sur le deuxième conseil, pour moi, et on en a déjà beaucoup parlé, donc je ne vais pas y revenir trop longtemps, mais c'est opter pour un paiement, une page de paiement responsive. Pareil, quand vous êtes, testez votre tunnel d'achat jusqu'au paiement et regardez si sur mobile, on n'a pas besoin de zoomer ou on n'a pas besoin, il n'y a pas une pop-up qui vient cacher l'endroit où on va remplir ses coordonnées. Et enfin, le dernier, et qui s'applique encore une fois là à chaque étape du tunnel d'achat, c'est là en l'occurrence de diversifier ses modes de paiement, mais en fait c'est de laisser le choix à votre visiteur. Au même titre que vous allez laisser le choix sur la livraison, laisser le choix potentiellement de remplir un compte client ou de passer par un compte invité, là, laisser le choix sur le mode de paiement. Nous, on vous recommande toujours de proposer 2 à 3 modes de paiement différents. Donc, en gros, le paiement CB classique, vous allez pouvoir opter pour un module comme PayPlug ou plein d'autres, effectivement. Le paiement via Wallet, donc souvent, ce qui est mis en avant, c'est PayPal. Alors, PayPal, on a souvent le retour, ça a un coût. Certes, ça a un coût, mais il y a des adeptes de PayPal qui passeront jamais par autre chose. Donc, en fait, à tester, certains ont réussi à l'enlever de leur site sans perdre trop de conversion. En revanche, d'autres, en l'enlevant, ont vu qu'il y avait une baisse des ventes. Donc, là, encore une fois, un gros message, c'est tester, mais moi, je prône plutôt de laisser le choix. Et enfin, maintenant, il y a des nouveaux modes de paiement, soit des paiements alternatifs locaux. Vous allez vendre, typiquement en Belgique, vous allez proposer Mon Contact, ou des modes de paiement, des facilités de paiement. On voit de plus en plus une grosse tendance du Buy Now, Pay Later. Et ça, c'est des choses, sachez, que vous pourrez proposer maintenant de façon de plus en plus simple à vos visiteurs. Et c'est vraiment des choses qui vont vous faire gagner. Alors là, on parle de conversion aujourd'hui. C'est pas le sujet, mais le Buy Now, Pay Later, le paiement fractionné garanti, cette facilité de paiement que vous allez proposer tout en vous prémunissant du risque. Donc, le risque est 100% du côté du prestataire de paiement. Cette facilité-là, elle va vraiment vous faire gagner en panier moyen, en vente, sans pour autant démultiplier la partie opérationnelle logistique derrière. Donc voilà mes 3 conseils sur ce petit focus paiement. Et je pense que c'est vraiment des conseils qui peuvent s'appliquer au-delà de la partie checkout. Ouais, et encore, Flora, tu dis que le BNPL, le Buy Now Pay Later, c'est pas un outil de conversion. Nous, on le voit chez certains clients qui ont des paniers moyens un peu plus élevés que la norme. Dès qu'on met ces offres-là, le taux de conversion, il augmente. Donc, c'est aussi un outil de conversion. Ouais. Typiquement, tu le disais tout à l'heure, pardon, je crois que j'ai coupé quelqu'un, mais je finis juste cette phrase. Parfois, au détriment de la charte, des éléments graphiques du site, des logos. Nous, par exemple, on travaille avec Oné, qui est quand même la référence en termes de paiement fractionné garanti, qui est connu des payeurs finaux. Et donc, typiquement, le logo Oné va être un élément de réassurance et donc de conversion au niveau de la page produit, qui va permettre potentiellement aux payeurs de se dire « Bon, j'ai la possibilité de fractionner, d'étaler un petit peu mon paiement dans le temps. Au moins, je l'ai en tête et donc, ça me conforte dans mon choix de continuer sur ce site. » Typiquement. Toi, Mine, tu as proposé quelles options de paiement dans ton checkout aujourd'hui ? Nous, on est resté sur quelque chose de hyper basique, c'est-à-dire que il y a pas longtemps, on n'avait que du full 3D Secure, c'est-à-dire qu'à chaque, même 1 euro dépensé, la personne était obligée de confirmer. C'est vrai que c'est très valable pour la France, mais je sais que en UE aussi, donc, mais pour d'autres pays, je pense que c'est un peu plus compliqué. Après, moi, ça ne me concerne pas trop, puisque nous, principalement, je pense que plus de 80-85% de notre chiffre est sur la clientèle nationale. Après, évidemment, on nous propose souvent du paiement fractionné x3, x4. Après, évidemment que ça peut aider en tout cas à grossir des paniers moyens ou voire pousser certaines ventes. Après, nous, pour des questions, je dirais, pas d'éthique, parce que c'est un grand mot, mais plutôt des valeurs qui où nous, ça nous parle. Là où nous,
on veut, en tout cas, on vend des vêtements et surtout par rapport au contexte actuel, pour moi, les vêtements, c'est pas prioritaire, c'est pas quelque chose qui est vital. Donc pour nous, les vêtements, ça doit pas être quelque chose où on doit faire un crédit dessus. Donc pour moi, les personnes doivent acheter en tout cas un de produits parce que c'est juste un petit plaisir et basta, quoi. Pas, oui, je vais pas m'endetter, mais je vais factionner mon paiement. Et on voulait vraiment, et c'est pour cette raison aussi qu'on a toujours refusé, nous, les paiements x3, x4, parce qu'on veut que ce soit hyper accessible, entre guillemets. Ouais, honnêtement, pas de débat là-dessus. Pour moi, effectivement, ça reste un choix de proposer du paiement fractionné garanti. Nous, on est confronté à pas mal de marchands qui sont contre et qui le proposeront globalement jamais. Pour moi, c'est une des solutions comme une autre. On parle des modes de paiement. Il y a effectivement les modes de paiement locaux. Il y a aussi le fait de différer le paiement, par exemple, de pouvoir payer à la réception du colis. Comme ça, en cas de retour, la personne en face n'a pas été débitée. Voilà, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a vraiment un panel de solutions, on ne va pas toutes les passer en revue, qui permettent de gagner en conversion. Le Buy Now Pay Later en est un, mais il y en a bien d'autres et ça, gardez-le en tête. Et alors, si juste, on peut peut-être revenir un petit mot sur la DSP2, puisque tu l'as évoqué, Mine, et je sais que c'est un sujet qui concerne pas mal les commerçants en ce moment. Dites-le nous si vous voulez qu'on approfondisse un peu plus, mais globalement, la DSP2, c'est cette directive sur les paiements qui vont venir amener plus d'authentification lorsqu'il y a un paiement en ligne pour identifier mieux le payeur final et donc limiter la fraude. Moi, si je peux juste rassurer un petit peu là-dessus, parce que souvent, il y a beaucoup de craintes. Certes, c'est un frein à la conversion, mais c'est aussi un renforcement de la sécurité en ligne et du coup, une réassurance pour les clients finaux. Moi, j'avais un chiffre, si je le retrouve, voilà, j'ai trouvé que 8 Français sur 10 sont favorables au renforcement de l'identification pour les paiements en ligne. Et en fait, il y a même un autre chiffre, 67% pensent que ce système de sécurité de paiement renforce leur confiance au point de leur donner envie de payer sur de nouveaux canaux. On va en parler un tout petit peu plus après, mais on l'a déjà fait un peu. Sur les réseaux sociaux, typiquement, il y a de plus en plus de ventes qui soit commence là, soit se termine ici. On peut encaisser maintenant sur les réseaux sociaux à travers diverses techniques. Maintenant, vous allez pouvoir capter cette audience, aller jusqu'au paiement et du coup, élargir un petit peu ce panel. Aujourd'hui, effectivement, il y a la génération Z qui a l'habitude de payer un petit peu partout en ligne et d'utiliser les réseaux sociaux comme un canal de vente pas du tout particulier. Par contre, il y a d'autres personas qui, eux, vont avoir plus de mal. Et aujourd'hui, grâce à cette DSP2, ils vont être rassurés sur le fait que oui, le paiement est sécurisé, quel que soit le canal, que s'ils reçoivent justement ce petit code ou le fait d'ouvrir leur application bancaire pour valider, dans ce cas-là, c'est que c'est vérifié et sûr. Et donc, ça va aussi vous faire gagner en conversion. Moi, je voulais aussi rassurer là-dessus parce que la DSP2, c'est vrai que c'est un frein à la conversion. Mais déjà, sachez aussi que d'un autre côté, à long terme, c'est pour rassurer les payeurs en ligne. Et en plus, il y a aussi des solutions qui vous permettent d'ajuster en fonction de si vous allez demander plus ou moins d'authentification forte. Et ça, typiquement, Mine, toi, c'est ce que tu es en train de tester et c'est ça que je trouve intéressant. Tu es en train de diminuer petit à petit le nombre d'authentifications que tu demandes. Jusqu'à présent, tu étais ce qu'on appelle, nous, du full 3DS. Donc, tu demandais à chaque fois une authentification forte. Là, tu es en train de diminuer jusqu'à voir où tu vas commencer à avoir de la fraude et jusqu'où tu vas t'arrêter de demander tout le temps de l'authentification forte de façon à optimiser un petit peu à chaque fois ton taux de conversion sans pour autant perdre en sécurité sur ton site, sans gagner en taux de fraude. Exactement. Je l'ai modifié il n'y a pas longtemps parce que pour des raisons assez simples, hein, c'est juste que effectivement pour certaines personnes ça peut soulager l'étape de la vérification et ça c'est encore, je ne sais pas quels sont les critères, en tout cas techniquement quels sont les critères pour juger qu'un tel client est plus sûr qu'un autre, mais après nous sur notre secteur c'est vrai que on n'a pas des produits non plus très très sensibles et c'est vrai qu'aujourd'hui Full 3D Seco ça n'a pas tellement de sens et je ne pense pas que j'aurai des surprises parce que derrière on est plus garanti entre guillemets mais voilà c'est surtout pour l'expérience client pour éviter une étape
parce qu'il faut prendre son téléphone, il faut vérifier le code. Moi, je commande souvent sur Internet et je sais que le temps de recevoir un code, d'aller ouvrir le site store, de le rendre. Et si on n'a pas une très bonne mémoire, il faut regarder 2 fois. Donc, effectivement, on perd un peu plus de temps. Ouais. Et tu fais bien de le rappeler, évidemment, ça dépend des secteurs, encore une fois. Mais a priori, dans le secteur de la mode, dans le secteur de la beauté aussi, on est plutôt bien lotis. Donc, il y a des choses à faire pour aller vers plus de conversion et moins d'authentification forte. On avance? Parce que Ouais. je vois là qui tourne dans l'absolu. Donc, ce petit case study vous a montré quelque part qu'au-delà de l'acquisition, il y a plein de moyens quelque part pour augmenter son business aujourd'hui une fois qu'on a un peu de trafic et la conversion est le métrix majeur quelque part. C'est la concaténation quelque part de beaucoup de métriques. Donc on a vu les visites, le taux de rebond, le nombre de pages produits vues, le taux d'ajout au panier, le passage en caisse, et l'échec de paiement. Et ce que nous on regarde chez DNG, c'est vraiment les sous-jacents de cette partie-là. Parce que le nombre de visites, au-delà de votre acquisition, il y a 2 métriques qui sont intéressants à regarder, que sont le nombre de visiteurs uniques, bien entendu, et pas forcément les sessions, parce qu'une session, si moi je viens 10 fois sur un site, je vais compter 10 sessions, ça ne veut pas dire que je vais acheter 10 fois plus, mais vraiment le nombre de visiteurs uniques sur le site, d'utilisateurs uniques. Alors, ce n'est pas tout à fait des utilisateurs, c'est le nombre de devices uniques, donc si je viens sur mon ordinateur et si je viens sur mon mobile, je vais compter 2 fois, et surtout le nombre d'utilisateurs qui reviennent sur la période. Là, on a vraiment un métrique qui est intéressant, parce que si vous achetez énormément, vous allez avoir un nombre de sessions qui va augmenter, un nombre d'utilisateurs uniques qui va augmenter, mais votre repeat, vos returning users, en fait, si l'offre ne correspond pas à vos clients, vous allez avoir un pourcentage de returning users qui est assez faible. Or, un bon metrics quelque part, et les DNVB qui marchent bien, ça va être aux alentours de 25% des utilisateurs uniques qui sont déjà venus sur la période de référence avant. Donc, c'est vraiment plus que le nombre de visites. Allez regarder ces éléments-là pour savoir si, vous achetez bien quelque part votre trafic. 2, si votre site correspond, si vos produits correspondent à l'audience que vous achetez. Et une fois arrivé sur le site, le taux de rebond, c'est toujours un peu un metrics qui est bâtard, parce qu'il mélange plein de choses. Une mauvaise acquisition vous fait un gros taux de rebond, des mauvaises web performances de votre site, si votre site a été codé avec les pieds quelque part et que la page met 15 secondes à se charger sur mobile, vous allez forcément avoir un taux de rebond. Donc nous, on préfère regarder 2 éléments que sont la vitesse de chargement. Donc ça, vous pouvez l'avoir avec PageSpeed ou avec Lighthouse, qui sont 2 outils de Google. Faites-le page par page sur les grandes pages, c'est-à-dire la page produit, la page collection, votre homepage si vous voulez, ou sur des landing pages d'acquisition. Un bon score, c'est 2 secondes et demie pour avoir un bon benchmark. On est sur 2 secondes et demie. Ça implique de travailler plein d'éléments, notamment le poids des images, notamment le code, bien entendu. Plein d'éléments. Alors pour le coup, Lighthouse, vous faites clic droit inspecter sur Google et vous allez dans l'onglet Lighthouse et vous lancez un audit page par page et vous allez voir une liste de recommandations qui sont des recommandations techniques et aussi de contenu qui vous permettent d'optimiser un petit peu votre temps de chargement. Et après, voyez avec votre agence pour essayer d'optimiser pour le coup. Après, je sais que beaucoup sont sur Shopify. Shopify n'est pas le meilleur, quelque part, CMS pour ça. C'est un peu un de ses défauts. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est un peu de ça, un de ses défauts. Mais voilà, travaillez vraiment la vitesse de chargement. Il n'y a rien de pire qu'attendre 10 secondes pour charger une page, quelque part, quand on veut vraiment découvrir le produit. Le deuxième sous-jacent du taux de rebond, c'est vraiment le pourcentage d'utilisateurs qui vont cliquer sur la navigation en arrivant sur le premier écran. Puisque si j'arrive sur une page et que je ne fais rien, je compte en taux de rebond. Voir si, quelque part, votre UX de navigation générale est suffisamment clair pour que vous puissiez amener un utilisateur vers une autre page. Donc, soit d'une landing page d'acquisition, soit d'une page de collection vers une page produit, soit d'une page produit vers une autre page produit grâce à cross-navigation ou à votre menu. Il faut vraiment regarder ces éléments-là, c'est vraiment intéressant. Et le troisième point, c'est le nombre de pages vues, de pages produits vues par utilisateur, parce que si vos clients vont voir les pages marques, les store locators, les pages contacts, et ce genre de trucs, c'est pas avec ça que vous allez faire du business. Mais le nombre de pages produits vues par utilisateur est beaucoup plus parlant que le nombre de pages vues au global sur le site.
Ça, c'est plutôt sur la partie haut de funnel. Et dès qu'on attaque le bas de funnel, bien entendu, le métrique majeur, ça va être le taux d'ajout au panier. Nous, on regarde 2 taux d'ajout de panier un peu différents, directement depuis la page produit. Et si vous avez, je crois que Mint a ça, si vous avez sur vos vignettes dans les pages collection un add to cart, on distingue vraiment les deux. Parfois, les utilisateurs se servent du add to cart quand c'est sur les pages collection comme une sorte de wishlist. Je mets plein de produits dans ça doit être le cas toi chez toi, Mint, j'imagine, plein de produits